Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé complet d'Ici tout commence en avance avec l'épisode 1348, un épisode qui marque un point de bascule majeur à l'Institut Auguste Armand. Depuis la diffusion de la vidéo, rien ne va plus. Ce qui aurait pu s'éteindre avec des excuses s'est transformé en une tempête sourde, persistante, impossible à contenir. Les couloirs bruissent de murmures, les regards sont lourds, et derrière chaque silence se cache un jugement. À l'Institut, la confiance est brisée, et personne ne semble en mesure de recoller les morceaux. Au cœur de cette tourmente, Anouk tente de reprendre la main. Elle reconnaît ses erreurs, assume une part de responsabilité, cherche à apaiser les tensions. Mais très vite, une évidence s'impose, ces mots ne suffisent plus. Face aux élèves, son discours sonne comme une esquive. L'autorité vacille, la fracture se creuse, et la question devient inévitable. Peut-on encore diriger quand la légitimité est remise en cause ? Au doubla, la tension atteint un seuil critique. Bianca, Pénélope et Malik ne lâchent rien. Pour eux, la ligne a été franchie. Ils parlent d'abus de pouvoir, de rapports hiérarchiques, d'une faute qui dépasse largement le cadre d'une simple erreur personnelle. Ce qui se joue ici n'est plus seulement une affaire individuelle, mais un malaise collectif, profond, qui menace l'équilibre même de l'Institut. Pendant que cette crise institutionnelle explose au grand jour, un drame plus intime se joue dans l'ombre. Lou tente de tenir debout, soutenue par Clotilde et Joachim, mais écrasée par la honte et le regard des autres. Joséphine, elle, s'enfonce. L'exposition, l'humiliation, la rupture brutale, tout se mélange jusqu'à former un trop-plein impossible à contenir. Quand une bouteille de whisky apparaît, ce n'est plus un simple signal faible, c'est une alerte majeure. À ce moment-là, tout change de nature. On ne parle plus seulement de scandale, de réputation ou de règlement intérieur. On parle de fragilité humaine, de rechute, de limites dépassées. Marc, lucide et profondément inquiet, n'hésite plus, pour lui, il y a clairement abus de pouvoir. Et une conviction s'impose, radicale, irréversible, Anouk doit quitter l'Institut. Alors, jusqu'où cette crise va-t-elle aller ? Qui sera sacrifié pour préserver l'équilibre ? Et surtout l'Institut Auguste Armand peut-il encore se relever, ou est-il déjà trop tard ? On débriefe tout, en détail, maintenant. La tempête provoquée par la diffusion de la vidéo continue de faire des dégâts, et les tentatives d'apaisement se heurtent à une colère encore bien présente. Anouk tente un mea culpa. Elle reconnaît ses erreurs, assume sa part de responsabilité et cherche à s'expliquer. Mais ses paroles peinent à convaincre. L'émotion est trop vive, la blessure trop récente, et pour beaucoup, ses excuses arrivent trop tard. L'impression dominante reste celle d'un malaise profond, qui ne peut pas être effacé par de simples mots. Au doubla, Bianca, Pénélope et Malik attendent Anouk. Très vite, la discussion dérive vers la vidéo, devenue le sujet central de toutes les conversations. Les avis divergent, mais la tension est palpable. Bianca, particulièrement remontée, va plus loin que les autres. Selon elle, il y a clairement abus de pouvoir. Elle estime qu'Anouk, en tant que chef et figure d'autorité, a franchi une ligne grave, et que la situation dépasse largement le cadre d'une erreur personnelle. Lorsqu'Anouk arrive et fait face aux élèves, le dialogue est tendu. Elle tente de reprendre la main, non pas par la justification, mais par un appel à la responsabilité collective. Elle leur demande de se comporter comme des adultes, et non comme des collégiens fascinés par le scandale et les rumeurs. Elle dénonce les chuchotements, les jugements hâtifs, la curiosité malsaine qui alimente encore davantage le malaise. Selon elle, continuer à commenter la vidéo ne fait qu'aggraver les dégâts pour tout le monde. Ce discours, perçu comme une esquive, ne fait qu'accentuer la fracture entre Anouk et les élèves. La situation échappe désormais à tout contrôle, les excuses ne suffisent plus, l'autorité est remise en cause, et l'Institut se fracture. À ce stade, Anouk ne lutte plus seulement pour sa place, mais pour restaurer un minimum de respect et de maturité dans un climat où la confiance a été gravement compromise. Une nouvelle tension professionnelle surgit, plus discrète mais tout aussi délicate à gérer, mettant en lumière les limites de la diplomatie. Alice confie à Stanislas qu'elle rencontre un vrai problème avec ses cours.
Elle reconnaît sans détour qu'il est bien plus à l'aise qu'elle dans la gestion des conflits relationnels, et qu'elle a besoin de son aide. Le souci n'est pas pédagogique, mais sensoriel et franchement embarrassant à formuler. Alice avoue qu'elle déteste les abats cuisinés par Claire, plus précisément par la chef Guinaud. Lorsqu'elle doit reprendre la salle après ses cours, les odeurs persistantes la dérangent profondément et rendent ses conditions de travail pénibles. Consciente que le sujet est sensible, Alice n'ose pas en parler directement à Claire, de peur de la froisser ou de créer un conflit inutile. Elle demande donc à Stanislas d'intervenir à sa place, persuadée qu'il saura trouver les mots justes. Fidèle à son rôle de médiateur officieux, Stanislas accepte. Il sait que la situation est délicate, il ne s'agit pas de remettre en cause la cuisine de Claire, encore moins ses compétences, mais simplement de faire passer un message pratique sans blesser. Lorsqu'il va parler à Claire, Stanislas tente effectivement de prendre des gants. Il contourne le sujet, utilise des formules vagues, cherche à évoquer l'aération, le confort des équipes, l'enchaînement des cours mais rien n'y fait. Claire ne comprend pas vraiment où il veut en venir, et surtout, il n'arrive jamais à formuler clairement le fond du problème. Les odeurs restent très présentes après la préparation des abats. Pris au piège de sa propre diplomatie, Stanislas se retrouve bloqué. Il n'ose pas être frontal, mais son approche trop prudente empêche toute compréhension réelle. La discussion tourne en rond, laissant le malaise intact. Cette scène, à la fois légère et révélatrice, montre que même les meilleurs médiateurs peuvent se heurter à des situations impossibles à résoudre sans une certaine franchise. À l'Institut, gérer les égos et les sensibilités est parfois aussi complexe que maîtriser une recette, surtout quand le problème tient à une odeur qu'aucun mot ne parvient à masquer. Un fragile soutien familial se met en place, tandis que la tension reste à son comble. Clotilde et Joachim prennent le temps de parler à Lou. Contre toute attente, ils lui affirment clairement qu'ils sont de son côté. Ils lui disent qu'ils ne lui en veulent pas, malgré le scandale et la violence de ce qui s'est produit. Ce soutien, sans condition, agit comme un point d'ancrage essentiel pour Lou, qui se sent jusque-là isolée et écrasée par la honte. Porté par cette marque de confiance, Lou prend une décision difficile mais nécessaire, aller en cours. Il choisit d'affronter le regard des autres élèves, leur jugement, leur chuchotement, plutôt que de se cacher. Ce choix témoigne de sa volonté de faire face, d'assumer, même si l'épreuve s'annonce douloureuse. Pour lui, rester absent serait une fuite supplémentaire, et il n'en a plus la force. Après son départ, Clotilde laisse tomber le masque. Elle avoue à Joachim qu'elle ne sait pas comment elle va réussir à garder son calme face à Anouk. La colère bouillonne en elle, mêlée à la culpabilité et à l'inquiétude. Elle craint de perdre le contrôle si elle se retrouve face à celle qu'elle considère, au moins en partie, responsable de la situation de Lou. Joachim, plus lucide et posé, la recadre aussitôt. Il lui rappelle une vérité essentielle, elle doit se tenir à carreau. S'emporter, régler ses comptes ou laisser parler la rage ne ferait qu'aggraver les choses. Selon lui, si Clotilde dépasse les limites, il risque de perdre définitivement Lou, de le pousser encore plus loin, au lieu de le protéger. Son avertissement est clair, la priorité n'est pas la colère, mais le lien avec Lou. Cette séquence met en lumière un équilibre extrêmement fragile. Lou tente de se relever en affrontant le regard des autres, pendant que Clotilde lutte contre ses propres démons pour ne pas tout faire basculer. À ses côtés, Joachim s'impose comme un garde-fou indispensable, conscient que le moindre faux pas pourrait être irréversible. À l'Institut, les blessures laissées par la vidéo continuent de s'approfondir, et les tentatives de dialogue se heurtent à des murs de douleur encore trop fragiles. Lou va voir Fleur, inquiet et incapable de rester sans nouvelles. Il lui demande comment va Joséphine. La réponse de Fleur est sans détour, Joséphine est au fond du trou. Elle encaisse mal l'exposition, l'humiliation et la rupture brutale, et semble s'enfoncer dans un mal-être profond. Face à ce constat, Lou se laisse aller à une confidence douloureuse. Il reconnaît, la voix chargée de culpabilité, qu'il sait avoir fait du mal à Joséphine. Mais il ajoute une phrase qui résume toute sa contradiction, il l'aime. Cet amour, toujours intact malgré le chaos, le place dans une position intenable, entre regret, attachement et impuissance. À cet instant, Joséphine arrive. L'atmosphère se fige immédiatement.
Sans agressivité, mais avec une fermeté glaciale, elle pose une limite claire. Elle dit à Lou qu'elle préfère éviter de se parler, sauf si cela concerne strictement les cours. Cette mise à distance est une manière de se protéger, de ne pas rouvrir une plaie encore béante. Pour Lou, c'est un nouveau coup dur, une confirmation que tout dialogue personnel est désormais impossible. Plus tard, lors du service du double, Anouk et Joséphine se retrouvent face à face. Anouk s'excuse. Elle tente de désamorcer la situation en affirmant que ce qu'elle a vécu avec Lou n'avait rien de sérieux. Une phrase qui se veut rassurante, mais qui tombe dans un contexte explosif. Joséphine est à bout. La pression, la fatigue émotionnelle et les images qui la hantent la poussent au bord du craquage. Son regard se pose sur une bouteille de whisky. Le geste est presque instinctif. Elle la saisit, puis s'éloigne pour s'isoler, comme si elle cherchait simplement à échapper, quelques instants, à ce qui la submerge. Cette séquence marque une nouvelle alerte inquiétante. Lou reste prisonnier d'un amour qu'il ne peut plus exprimer, tandis que Joséphine tente de se protéger en érigeant des barrières sans parvenir à empêcher sa chute. De son côté, Anouk, malgré ses excuses répétées, échoue à apaiser une tempête devenue incontrôlable. À l'Institut, le scandale a laissé place à quelque chose de plus silencieux, mais tout aussi grave, une souffrance intérieure qui menace désormais de basculer hors de contrôle. Le décalage entre Lionel et Juliette se confirme, scène après scène, malgré leurs efforts pour partager un moment ensemble. Au comptoir de Jude, ils se lancent dans un jeu de questions censé les rapprocher. Mais très vite, les réponses mettent en évidence leur manque de synchronisation. La jeune femme parle avec enthousiasme de théâtre et de films des années 50, références culturelles qui la passionnent, tandis que Lionel peine à s'y retrouver. Le dialogue est poli, parfois amusé, mais l'alchimie peine à s'installer. Ils ne sont clairement pas sur la même longueur d'onde. Pour changer d'ambiance, Lionel propose alors de passer aux fléchettes. Juliette accepte, même si elle avoue n'y avoir jamais joué. Rapidement, elle galère, manque de coordination, rit de ses échecs. Le moment se veut léger, mais révèle encore leur différence. Là où Lionel cherche quelque chose de simple et instinctif, Juliette semble toujours un pas à côté. La discussion dérive ensuite vers leurs envies du moment. Juliette parle de vouloir aller voir les Flamants Roses, attirée par l'idée d'une sortie contemplative, presque poétique. Lionel, lui, préfère quelque chose de plus terrax en grave terre, la pétanque. Deux visions du loisir, deux manières d'occuper le temps libre, qui soulignent encore leur décalage. C'est alors que Juliette se livre davantage. Elle confie à Lionel que sa dernière relation s'est très mal terminée. Cette expérience l'a marquée au point de changer sa façon d'envisager l'amour. Avec lui, elle ne veut rien projeter, rien promettre. Elle affirme clairement que leur relation se limite à une chose, profiter du moment présent. Pas d'engagement, pas de plan à long terme, juste l'instant. Cette révélation laisse planer un flottement. Derrière la légèreté affichée, une question demeure, Lionel est-il vraiment sur la même longueur d'onde qu'elle ? Entre leurs différences de goût, de rythme et désormais de vision sentimentale, le fossé semble se creuser doucement, laissant présager une relation fragile, peut-être vouée à s'arrêter là où elle a commencé, dans l'instant. Les lignes morales se durcissent tandis que certaines tensions trouvent, enfin, une issue concrète. Pour Marc, il n'y a plus de doute possible. Ce qui s'est passé entre Lou et Anouk relève clairement, selon lui, de l'abus de pouvoir. Le cadre hiérarchique, la position d'autorité et la relation asymétrique rendent la situation inacceptable à ses yeux. Troublé, Marc éprouve le besoin de verbaliser son malaise et se confie à Stanislas, cherchant un avis extérieur, mais aussi une forme de validation. La discussion est grave, posée, marquée par la conscience que cette affaire dépasse désormais les simples erreurs individuelles pour poser une question éthique profonde au sein de l'Institut. C'est à ce moment-là que Fleur débarque, visiblement inquiète. Elle leur demande s'ils ont vu Joséphine, car cette dernière a quitté le service sans prévenir. L'inquiétude monte d'un cran lorsque Fleur ajoute une information alarmante, elle a vu Joséphine sortir du double avec une bouteille de whisky. Cette révélation fait immédiatement basculer l'ambiance. Le malaise devient urgence.
Tous comprennent que Joséphine ne va pas bien du tout et que la situation pourrait rapidement dégénérer. Parallèlement, une autre tension, plus terrax en grave terme et tout aussi sensible, trouve enfin une résolution. Alice prend son courage à deux mains et va voir Claire. Elle abandonne toute diplomatie excessive et lui dit franchement que les odeurs persistent dans la salle après la préparation des abats. Les mots sont directs, presque abrupts, mais ils ont le mérite d'être clairs. Loin de s'enflammer, la discussion débouche sur une solution pragmatique grâce à Olivia. Elle propose d'échanger les horaires de cours, Alice prendra désormais la salle en première, avant que les odeurs ne s'installent. Une décision simple, efficace, qui permet d'éviter le conflit et de respecter le travail de chacune. Ainsi, cet épisode juxtapose deux réalités très différentes. D'un côté, une crise humaine et morale qui s'aggrave dangereusement autour de Joséphine. De l'autre, un problème professionnel résolu par le dialogue et l'adaptation. À l'Institut, certaines blessures continuent de s'ouvrir, pendant que d'autres, plus concrètes, trouvent enfin le moyen de cicatriser. Plus tard, la situation bascule dans un moment à vif, Marc et Fleur retrouvent Joséphine en pleine nature. La scène est lourde, presque irréelle. Joséphine est en train de boire. Quand il s'approche, elle ne cherche pas à nier ni à se justifier. Sa voix est brisée lorsqu'elle lâche, avec une lucidité douloureuse. C'est trop tard, j'ai craqué. Puis vient l'aveu le plus violent, celui qui mesure l'ampleur de la rechute. J'ai flingué 10 mois de sobriété pour une histoire de mec. Ces mots traduisent à la fois la honte, la colère contre elle-même et l'immense fatigue émotionnelle qui l'a conduite à ce point de rupture. Face à elle, Marc adopte une posture profondément humaine. Il ne moralise pas, ne minimise pas non plus. Il s'approche et lui parle avec une douceur ferme, essentielle dans ce moment-là. Il lui rappelle une vérité simple, mais vitale. Ça va aller mieux. Quoi qu'il arrive, tu n'es pas toute seule. Ces paroles ne promettent pas de solution miracle, mais elles ouvrent une porte, celle du soutien, de la présence, du temps nécessaire pour se relever. À ses côtés, Fleur renforce ce filet de sécurité. Les yeux humides, la voix déterminée, elle promet à Joséphine qu'elle ne la lâchera pas. Pas aujourd'hui, pas demain, pas après. Cette promesse est claire, elle sera là, même dans les moments les plus difficiles, même quand Joséphine n'y croit plus elle-même. Ce trio improvisé, au milieu de la nature, devient un refuge fragile mais essentiel. En parallèle, une prise de conscience plus discrète se joue ailleurs. Lionel parle à Zoé et lui lance, presque avec un sourire amer. Continue de te mêler de ma vie. Mais derrière l'ironie, il y a une reconnaissance sincère. Il admet que ses remarques, parfois intrusives, l'obligent à se poser les bonnes questions, à réfléchir à ses choix, à ce qu'il fuit ou refuse de regarder en face. Une phrase qui sonne comme un aveu, sans ce regard extérieur, il continuerait peut-être à avancer à l'aveugle. Cet épisode met en lumière deux réalités complémentaires. La violence d'une rechute vécue comme un échec personnel et l'importance capitale de l'entourage pour empêcher qu'elle ne devienne définitive. À l'Institut, les masques tombent. Les certitudes vacillent. Mais au milieu de la douleur, des liens se resserrent, rappelant qu'aucune chute n'efface ce qui a déjà été construit, tant que quelqu'un est là pour tendre la main. La situation autour d'Anouk prend une tournure encore plus grave, mêlant stratégie, culpabilité et urgence humaine. Clotilde annonce à Joachim qu'elle avait initialement pris une décision lourde, elle avait demandé à Anaïs de convoquer un conseil pédagogique afin d'envisager une sanction officielle contre Anouk. Pour Clotilde, à cet instant, il s'agissait d'une réponse logique et ferme face à la gravité des faits, mais aussi d'une manière de protéger l'Institut et son intégrité. Pourtant, elle reconnaît avoir finalement changé d'avis. Les paroles de Joachim ont fait leur chemin. Son rappel concernant Lou a pesé lourd, agir dans la précipitation risquait surtout de briser définitivement le lien fragile qui s'est rétabli avec lui. Clotilde comprend alors que sanctionner Anouk de manière frontale pourrait provoquer un effet inverse à celui recherché, en isolant encore davantage Lou et en le poussant à se refermer. Ce renoncement n'est pas un pardon, mais un calcul douloureux, dicté par la peur de perdre Lou pour de bon. Mais le calme apparent vole en éclats lorsque Marc débarque en urgence chez Clotilde.
Le visage grave, il annonce une nouvelle alarmante, Joséphine a rechuté. Cette information change immédiatement la nature de la discussion. Il ne s'agit plus seulement d'un scandale ou d'un dysfonctionnement interne, mais d'une urgence humaine, avec des conséquences psychologiques lourdes. Marc est clair et direct. Selon lui, Anouk doit quitter l'institut. Il estime que tant qu'elle est présente, la situation restera toxique, et que Joséphine ne pourra pas se reconstruire sereinement. Il demande explicitement à Clotilde de l'aider à faire partir Anouk, convaincu que c'est la seule issue responsable pour éviter d'autres dégâts. Sa demande n'est pas animée par la vengeance, mais par la conviction que la priorité absolue doit être la protection des élèves et des personnes les plus fragiles. Joachim, présent lors de cet échange, assiste en silence à cette confrontation tendue. Il comprend la détresse de Marc, la colère contenue, mais aussi le tiraillement de Clotilde, prise entre son rôle institutionnel, son attachement à Lou et l'urgence de la situation de Joséphine. Rien n'est simple. Chaque décision semble impliquer une perte, soit celle d'un élève, soit celle d'un équilibre déjà précaire, soit celle d'un principe moral. Cette scène marque un tournant décisif. Clotilde vacille entre raison institutionnelle et protection affective, tandis que Marc place clairement la santé de Joséphine au-dessus de toute autre considération. Joachim, lui, comprend que le prochain choix pourrait être irréversible. À l'Institut, l'affaire Anouk n'est plus seulement une question de règlement intérieur, elle devient un combat entre responsabilité, loyauté et urgence humaine, où chaque décision risque de laisser des traces profondes. Cet épisode 1348 d'Ici tout commence ne se contente pas de faire avancer l'intrigue. Il laisse derrière lui une impression lourde, presque étouffante. À l'Institut Auguste Armand, rien n'est réglé. Au contraire, les fissures se sont élargies, et certaines blessures semblent désormais impossibles à refermer sans conséquence. Anouk, malgré ses excuses, apparaît plus isolée que jamais. Sa parole n'apaise plus, son autorité vacille, et chaque tentative de reprise en main semble aggraver le malaise. Ce qui était autrefois une position de pouvoir devient peu à peu un fardeau, et la question n'est plus de savoir si elle peut continuer, mais combien de temps l'Institut peut encore tenir ainsi. Face à elle, les lignes morales se durcissent. Marc ne parle plus d'erreur, mais de responsabilité. Clotilde vacille, tiraillée entre son rôle, sa colère et la protection de Lou. Joachim, lucide, sait que le moindre faux pas pourrait être irréversible. Chacun avance sur un fil, conscient que le prochain choix laissera des traces profondes. Et au cœur de cette tempête, Joséphine inquiète plus que jamais. Sa rechute n'est pas seulement un drame personnel, elle agit comme un signal d'alarme brutal. Elle rappelle que derrière les scandales, les débats et les décisions institutionnelles, il y a des êtres humains fragiles, capables de vaciller quand la pression devient insoutenable. Ici, le danger n'est plus théorique. Il est réel, immédiat, et profondément humain. L'épisode se referme donc sur une certitude glaçante, l'Institut est à un tournant. Certaines décisions devront être prises. Des sacrifices seront inévitables. Et quoi qu'il arrive, plus rien ne sera jamais comme avant. Alors, Anouk peut-elle encore rester en place? Joséphine parviendra-t-elle à se relever après cette chute? Et surtout jusqu'où l'Institut Auguste Armand est-il prêt à aller pour préserver son équilibre, quitte à briser ceux qu'il prétend protéger? On se retrouve très vite pour la suite, car une chose est sûre, Ici tout commence n'a pas fini de nous surprendre ni de nous bouleverser.